Non loin de Rio de Janeiro et de São Paulo, s'étalent les derniers lambeaux d'une forêt miraculée, la Mata Atlântica. On y trouve de petits primates auxquels leur crinière rousse a valu le nom de tamarins lions dorés. Ils ont échappé de justesse à l'extinction. En 1970, ils étaient moins de 200. Aujourd'hui, on en recense 1700. Un jour, un intrus apparaît sur leur territoire. L'inconnu leur dispute leur espace vital si étroit et leurs ressources en nourriture. Il les effraie. Les envahisseurs sont de plus en plus nombreux et l'on commence à se demander s'ils ne vont pas compromettre la résurrection du tamarin lion doré. La Mata Atlântica, forêt atlantique, est située à proximité d'une des zones urbanisées les plus denses du monde. Cet habitat fragile est le seul où ait jamais vécu en liberté des tamarins lions dorés. Il est étroit et segmenté. Cet îlot vert en forme de poumon abrite 3 familles de tamarins. 6 individus composent la famille Affetiva. Le père, la mère et 4 petits. Le père dominant assure la sécurité du groupe. Les tamarins sont monogames. Mâles et femelles s'unissent pour la vie. Le tamarin demeure actif 12 heures par jour, occupé, quand il ne chasse pas les insectes, à gober des œufs trouvés dans leur nid ou à se gaver de fruits mûrs. La famille reste groupée. Elle s'accroît une fois par an, quand la femelle dominante donne naissance en général à des jumeaux. Le père a lancé un signal d'alarme. Il évalue la situation. Le danger peut venir du ciel, sous la forme d'un aigle, comme du sol, sous celle d'un autre prédateur. La curiosité fige sur leurs branches les plus jeunes des tamarins. C'est l'hiver dans la forêt tropicale, une période de restriction alimentaire. Une aubaine est à portée de main. L'odeur que les poseurs de pièges ont laissée sur le métal dissuade un premier aventurier. Un tamarin plus audacieux s'introduit jusqu'au trésor sans que rien ne se passe.
son impunité, attire un de ses frères. La sœur aînée, Vittoria, ne comprend pas encore que les mêmes causes produisent les mêmes effets. La faim l'emporte sur la peur. Comme par solidarité, les autres membres de la famille s'approchent des prisonniers et se font l'un après l'autre capturer à leur tour. L'ingénuité des Tamarins fait d'eux des proies faciles. Il fut un temps où les jeunes primates, qu'on capturait souvent en tuant leur mère, étaient vendus au bord des routes comme animaux de compagnie. Le trafic d'animaux prospérait dans tout le pays et provoqua la quasi-extinction des Tamarins. Aujourd'hui, le trafic des animaux sauvages est encore le plus lucratif après ceux de la drogue et des armes, alors même que 90% des animaux meurent pendant le transport. Les ravisseurs de la famille Affettiva n'étaient pas des trafiquants, mais des biologistes attachés à la protection des Tamarins. Les Tamarins lions, normalement d'une couleur fauve uniforme, sont individualisés par les biologistes sous anesthésie au moyen de taches de teinture noire. On équipe certains d'entre eux d'une antenne émettrice. Andrea Martins dirige depuis 1984 l'association Mico León Dorado, qui combat pour la survie des Tamarins. Elle répète des gestes accomplis des centaines de fois. Mesurer, peser, analyser, déterminer le sexe. Elle remarque qu'un membre du groupe, la jeune Vittoria, va bientôt passer de l'adolescence à l'âge adulte. Chez les Tamarins, une période cruciale. Un autre groupe observe le retour de la famille Affettiva. Andrea et ses collègues reconnaissent chaque individu. Les taches sur la croupe et la queue identifient les individus et celles sur le corps, les familles. Andrea veut relâcher la famille Affettiva dans une zone située à l'écart des autres Tamarins. C'est ici même qu'on relâcha dans les années 1980 les premiers Tamarins destinés à régénérer l'espèce. L'opération fut supervisée par le Zoo national de Washington. Situé à quelques kilomètres de la Maison-Blanche, c'est l'un des plus anciens d'Amérique et il a toujours joué un rôle essentiel dans la préservation des espèces en danger. L'opération Compte à rebours pour les Tamarins allait mobiliser 140 parcs zoologiques dans le monde, le WWF et les meilleurs spécialistes brésiliens. Parmi eux, Adelmad Coimbra fils et Devra Kleiman. À cette époque, les 200 derniers Tamarins en liberté ne pouvaient se reproduire qu'entre eux. Il en résultait des problèmes génétiques susceptibles d'accélérer l'extinction. Il fallait à tout prix introduire parmi eux des individus venus des parcs zoologiques, détenteurs d'un patrimoine génétique différent. Djoubalou eut à choisir dans le monde entier les 500 individus qu'on introduirait dans la nature sauvage. Il lui fallut avant tout identifier des lignées aussi différenciées que possible. Les animaux qu'il choisit furent envoyés au Zoo national de Washington. Les postulants furent soumis à un entraînement à la vie sauvage. On leur présenta les défis qu'ils auraient à relever dans la forêt atlantique.
les accoutuma à de nouvelles nourritures. On les obligea à aller les chercher dans les cimes. On leur apprit à s'abriter. Après 6 mois d'apprentissage, ils effectuèrent un long voyage, plus de 12 heures dans les soutes d'un avion. James Dietz fut chargé de préparer leur arrivée sur le terrain. 30 ans plus tard, le chercheur et sa femme, Lou Anne, sont honorés pour avoir supervisé un travail de mobilisation communautaire qui se révéla essentiel. Il fallait alors sensibiliser les populations locales à la cause des tamarins, et cela n'allait pas de soi. Les tamarins furent d'abord hébergés dans la zone de quarantaine du centre de primatologie de Rio de Janeiro. Pendant ce temps, on achevait les infrastructures d'une zone de réintroduction dans la réserve biologique de Poço das Antas. 31 mai 1984, un grand jour pour les tamarins lions dorés. Vous rappelez-vous ce que vous faisiez ce jour-là, vous aussi? Racontez, quels sont vos souvenirs? Nous étions autour du grand vivarium avec le groupe à l'intérieur de Poço das Antas. C'était la première réintroduction. Tout le monde était là. Nous étions prêts à attraper les singes en cas de besoin. Nous avons ouvert le vivarium et ils étaient prêts. Ce jour-là, on relâcha 9 tamarins. Quelques semaines plus tard, 8 d'entre eux étaient morts. Comment l'entraînement des animaux aux eaux de Washington avait-il pu échouer à ce point? Une période d'études des tamarins prouva qu'on avait sous-estimé le rôle de l'apprentissage. C'est de leurs parents que les petits apprennent les règles de la jungle. C'est grâce à leur enseignement qu'ils découvrent comment distinguer les bons fruits des vénéneux, les insectes comestibles de ceux qui sécrètent des poisons. L'observation des aînés aide les jeunes tamarins à se méfier des prédateurs, quels qu'ils soient, du plus petit au plus gros, qu'ils marchent, volent ou rampent. Les groupes suivants furent dispensés de passer par Washington et arrivèrent directement au Brésil. On percha dans les arbres des abris où ils pourraient se dissimuler à l'approche des prédateurs. Des études furent approfondies. Andrea Martins était déjà là pour observer les tamarins et prendre soin d'eux. Jusqu'en 1992, on introduisit à Poço das Antas une centaine de tamarins. L'opération fut cette fois couronnée de succès parce qu'on avait, dès l'arrivée des animaux, constitué des couples entre nouveaux venus et certains des derniers tamarins natifs de la forêt atlantique qui aidèrent les novices à s'acclimater. Il y a aujourd'hui 1700 tamarins dans la région, et parmi eux, la famille Affetiva. Hélas, ce succès portait en germe un risque grave. Isolés sur des îlots de forêt, monogames, vivant en groupes familiaux fermés, les tamarins ne peuvent guère mêler leurs gènes. Ce risque, terrible, est celui de la consanguinité. Le combat se livre de nouveau à Washington. En effet, c'est là qu'est coordonnée la diversification génétique du tamarin lion. Des tamarins ont été capturés dans le monde entier, à toutes les époques, par des zoos qui souhaitaient en montrer à leurs visiteurs. À la cour du roi de France, Madame de Pompadour en possédait même un, domestiqué. Un réservoir de gènes s'est ainsi constitué au fil du temps. Jennifer Mickelberg est responsable du plan mondial de diversification génétique des tamarins. En cas de dégénérescence génétique des tamarins dans une zone donnée, elle peut y remédier par l'introduction d'animaux d'origine différente. Pour cela, la généticienne tient à jour une banque de données de tous les tamarins sauvages ou captifs dans le monde. Quelque chose a troublé la quiétude
du mâle dominant du groupe Paphetiva. Un intrus vient d'apparaître. C'est un ouistiti, qu'on appelle aussi parfois un marmouset. Peu à peu, les ouistitis envahissent les forêts déjà étroites des tamarins lions dorés. Plus retors, plus agiles, plus voraces. Ils dévorent leur nourriture et en particulier les gommes qui suintent de certains arbres riches en minéraux et en glucose. D'où viennent ces intrus? Comment ont-ils pu envahir l'une des forêts les plus précieuses du monde? Pour le comprendre, il faut de nouveau remonter à l'époque où l'on capturait fréquemment des singes pour en faire des animaux de compagnie. Le ouistiti était facile à élever et amusait les enfants, jusqu'au moment où on se lassait de lui. Il suffisait alors aux possesseurs de ouistiti de s'enfoncer dans n'importe quelle forêt et de relâcher l'animal devenu encombrant. Nul ne se souciait de savoir dans quelle région les ouistiti avaient été capturés, le plus souvent au nord-est du pays ou en Amazonie. Et comme ce sont souvent les citadins qui achetaient ces animaux, les forêts proches de Rio et de São Paulo se trouvèrent vite envahies, au détriment des tamarins. Les ouistiti sont plus petits que les tamarins, mais 2 fois plus teigneux. Des scientifiques, tels qu'Hermano Núñez, tentent de comprendre les mécanismes de l'invasion. Il veut évaluer la manière dont les ouistiti s'infiltrent au sein des groupes de tamarins pour parasiter leurs sources de nourriture et s'alimenter à leurs dépens. Pour comprendre les secrets de la rivalité entre ouistiti et tamarins, le chercheur a disposé de la nourriture sur des plateformes dans des boîtes fermées. La manière dont les uns et les autres fréquentent ce self-service et choisissent leur plat du jour le renseignera sur leur stratégie alimentaire. Ce sont généralement les tamarins qui arrivent d'abord et repèrent les plateformes de nourrissage. Hermano Núñez utilise un enregistreur de poche pour décrire leurs moindres mouvements. Les ouistiti arrivent rapidement. Certaines boîtes sont vides. Le contenu des autres varie selon des séquences logiques. Il apparaît vite que les tamarins détectent la présence de nourriture avec une grande rapidité de déduction. Les ouistiti profitent alors de la sagacité des tamarins. Une fois que ces derniers ont compris où étaient les boîtes pleines, les ouistiti se contentent de les imiter et de les vider avant leur passage. À ce jeu-là, les tamarins sont vite perdants. Cette compétition entre les deux espèces n'aurait pas d'importance si elle ne menaçait des populations qu'on a miraculeusement sauvées de l'extinction. Les ouistiti se multiplient de manière exponentielle. Comme ils se retrouvent cantonnés dans des forêts résiduelles, entourés d'espaces vides ou urbanisés, le risque de surpopulation devient majeur. Les tamarins sont submergés. Pour un tamarin, on compte désormais 4 ouistiti. Il s'agit désormais de passer à l'action et de neutraliser les envahisseurs. 2 chercheurs, Marcio Moraes et Oberlan Cabral, veulent déterminer l'espèce à laquelle appartiennent les ouistiti.
On envisage en effet de les capturer et de les déporter vers leur forêt d'origine. Encore faut-il identifier ces zones d'origine. Les Ouistitis sont méfiants et fuyants, alors que les Tamarins, eux, se sont habitués aux hommes. Marcio et Oberlin comptent sur la curiosité des Ouistiti. Il faut qu'ils entrent dans le piège. En principe, les Tamarins les y précéderont. Et c'est comme d'habitude, en les imitant, que les intrus se feront prendre. La présence du tamarin va servir d'appât. Marcio et Oberlin se tiennent prêts. Agora vamos tirar aqui, ó, para separar ele para outras matilhas. Fechou, vai levantar devagar. Seul le Ouistiti intéresse les biologistes aujourd'hui. Il existe plusieurs espèces de Ouistiti au Brésil. Le Ouistiti du Nord-Est, le Ouistiti à pinceau noir venu du Cerrado, le Ouistiti de Bahia, le Ouistiti à face blanche, le Ouistiti à tête jaune chamois, etc. Chaque espèce doit être renvoyée là d'où elle vient. Cependant, si les chercheurs procèdent à une analyse génétique, c'est parce qu'ils ont un doute. Le décryptage ADN confirme que l'invasion des Ouistiti n'a pas été traitée à temps. Les animaux ont eu le temps de s'hybrider. Les hommes ont ainsi laissé naître, sur le territoire du tamarin lion doré, un animal nouveau et sans origine géographique définie. Que faire? Introduits dans l'une des forêts où vivent normalement des Ouistiti, ils entreraient en compétition avec les espèces d'origine et les détruiraient. Les regards vont bientôt se tourner vers le centre de primatologie de Rio de Janeiro. S'il y a une solution à ce problème, deux hommes sont capables de la trouver. Aldemar Coimbra et Alcides Piscinati sont deux pionniers de la préservation du tamarin. Aldemar Coimbra, qui rend visite à son collègue, a opéré le premier recensement des tamarins. Il a ensuite créé le centre de primatologie. Ensemble, les deux scientifiques ont offert aux travaux de réintroduction du tamarin leur indispensable soubassement théorique et expérimental. Alcides Piscinati consulte aujourd'hui son collègue sur la menace que fait peser sur le tamarin lion doré l'irruption des Ouistiti, dont il a fait naturaliser les formes nouvelles issues de l'hybridation. Cette menace ne se limite pas à la compétition alimentaire. Il y a pire. Les Ouistiti sont issus de lignées qui ont séjourné dans la ville et qui ont pu contracter des maladies infectieuses humaines. Protégés par des anticorps, ils peuvent transmettre ces maladies aux tamarins qui, eux, en sont dépourvus. Certaines de ces maladies, comme la tuberculose ou l'herpès, pourraient dévaster la fragile population de tamarins. De la même manière, on a trouvé chez ces Ouistiti maintenus en observation des parasites d'origine urbaine,
devenus fréquents dans une forêt où on ne les trouvait pas auparavant. Que faire de ces ouistitis indésirables? Aldemar Coimbra et Alcides Piscinati penchent en faveur d'un transfert dans une forêt du nord-est, que ne peuple aucun primate afin d'éviter les interférences. Mais pour limiter les effets pervers d'une telle opération, il faudra étudier les écosystèmes. En attendant, les tamarins demeurent en danger. Des opérations de castration se révèlent trop complexes et trop lourdes. Le public et les médias, eux, suggèrent une extermination des ouistitis. Aux problèmes scientifiques et logistiques s'ajoutent des dilemmes éthiques et philosophiques. Le temps passe, qui aggrave la situation. Eu não entendo até agora por que permitem deixar os caletrices lá. Les ouistitis ont tranquillement colonisé le peu d'espace dont dispose la famille Affetiva et s'y sentent comme chez eux. Le stress de la coexistence affaiblit les tamarins, déjà anémiés par le manque de nourriture. Les ouistitis en profitent pour les agresser encore davantage. De plus, il est temps pour la jeune Vittoria, devenue adulte, de quitter sa famille et d'aller fonder son propre groupe pour éviter la consanguinité. Les femelles doivent partir, telle est la loi. Mais dans ce lambeau de forêt où vivent déjà 3 familles, comment Vittoria pourrait-elle créer la sienne? Elle doit relever un défi intenable. Pour trouver un jeune mâle, braver la faim et les ouistitis agressifs qu'elle trouvera sur son chemin. Elle doit faire vite, car si elle reste isolée, elle ne pourra survivre longtemps. Il faudrait que Vittoria puisse rejoindre la grande forêt qui s'étend au-delà de son horizon. Et les hommes s'occupent de toutes parts à lui barrer la voie. L'axe routier qui barre le chemin des tamarins est celui qui relie le nord-est du pays au sud industriel. On prévoit d'en doubler la largeur dans les années qui viennent. Ici, les contraintes du développement heurtent de plein fouet celles du maintien de la biodiversité. Des lignes à haute tension, des canaux, des zones industrielles desservent des populations humaines en expansion constante. L'économie brésilienne est en croissance depuis 10 ans. La consommation d'énergie ne cesse d'augmenter. Telle est peut-être la nouvelle malédiction du tamarin lion doré. Vivre à 150 km seulement d'une des zones urbaines les plus denses au monde. Les responsables de la réserve biologique de Poço das Antas sont décidés à agir, mais leur marge de manœuvre est étroite. Les pressions politiques ne produisent que des effets limités. Il faut penser à autre chose. Avec les scientifiques qui les appuient, ils ont élaboré des projets de gigantesques ponts arborés qui permettront aux tamarins de traverser le grand fleuve de bitume sans même avoir à descendre des arbres. Les parents et les frères de Vittoria survivent dans un espace limité, eux qui doivent parcourir chaque jour 1,5 km et ne passent jamais 2 nuits dans le même arbre.
attendant que la forêt vierge enjambe les autoroutes, de grands projets ont été lancés, qui visent au moins à relier entre eux plusieurs fragments de forêt. Pour y parvenir, il faut planter des milliers de palmiers, de bégonias, d'orchidées, de bois brésil, de palissandres, d'acajou, de figuiers. La tâche emploie des dizaines de milliers de travailleurs, rémunérés ou bénévoles. Peu à peu, des bandes de forêts neuves courent le long des collines, traversent les landes ou les pâtures et font la jonction entre deux forêts. L'urbanisation croissante fait redouter pour les tamarins lions dorés un risque qu'on aimerait croire éteint. Si les populations locales ne comprennent pas la valeur de l'espèce, celle-ci courra de nouveau de grands dangers. Il faut éviter que les hommes ne se remettent à chasser ou à capturer les tamarins. C'est pourquoi un effort d'éducation de grande ampleur est lancé auprès des enfants par l'association Mico-León Dorado, avec laquelle travaille Andrea Martins. Aujourd'hui, Andrea et son collègue Elissamia expliquent pourquoi les tamarins font l'objet d'une telle attention de la part des biologistes. La pression exercée par les ouistiti aggrave tous les autres facteurs d'extinction. Désorienté, Vitoria ne sait plus vers où se diriger. Ses rivaux n'ont rien laissé de comestible derrière eux. Vitoria observe une famille de tamarins. Il y a plusieurs jeunes mâles dans le groupe qui aimeraient sans doute devenir dominants au sein de leur propre communauté. On s'observe. Vitoria se rapproche. Cette famille vit dans un coin de paradis où abondent les fruits. La vagabonde s'est fait expulser en quelques secondes. Les tamarins sont des animaux sociaux qui ne peuvent vivre qu'au sein d'un groupe. L'isolement leur pèse au point qu'ils peuvent en mourir. Vitoria est seule au monde. Le lendemain, Vitoria, revenue en arrière, se rapproche des siens. Il l'accueille sans bienveillance, car son retour brise une loi de l'espèce. La situation n'a pas échappé aux biologistes, qui doivent parfois intervenir pour limiter la consanguinité. Quel est précisément le degré de consanguinité au sein de cette famille? Peut-on laisser davantage de temps à Vitoria pour fonder la sienne? Pour le savoir, ils doivent capturer ses parents et ses frères. Chaque membre de la famille a subi des prélèvements de tissus pour un décryptage ADN. La consanguinité peut entraîner une réduction de la longévité, des fausses couches ou la stérilité. Pour une espèce en si grand danger, des risques qu'il faut juguler à tout prix. Adriana Daute-Grativol, généticienne, attend le résultat. Quelques heures plus tard, le décryptage montre que la famille de Vitoria et Vitoria elle-même sont consanguins. Ils font face à un cul-de-sac génétique. Si ces animaux demeurent prisonniers de leur écosystème épuisé, leur lignage s'asséchera en quelques années. Sans possibilité de mêler leur sang à celui d'autres groupes, ils sont condamnés. L'équipe d'Andrea Martins étudie toutes les solutions possibles, c'est-à-dire très peu, pour sortir cette famille de l'impasse. Les corridors biologiques ne sont pas achevés. De plus, rien n'empêcherait les ouistiti de les emprunter aussi. Là-bas, par-delà les collines et les routes, s'étend la réserve biologique de Poço das Antas. Sa surface est 50 fois supérieure à celle de la forêt où vit actuellement la famille de Vitoria. Et surtout,
c'est là que vivent les seules lignées de tamarins originels, ceux qui ne sont issus d'aucune réintroduction. L'équipe d'Andrea part à la recherche d'une zone où, peut-être, elle pourrait transférer le groupe à Fétiva. Chemin faisant, les membres de l'équipe ne rencontrent aucun Ouistiti. Les familles de tamarins vivent paisiblement dans un environnement riche en ressources. Les biologistes qui travaillent avec Andrea doivent déterminer la zone précise du transfert. Cependant, leur avis ne suffira pas. Les déplacements de tamarins sont parmi les plus réglementés au monde. Il faut aussi que Joubalou et Jennifer Mickelberg, à Washington, donnent leur accord. Ces derniers, au vu des données génétiques, estiment que l'affaire évadée est le seul moyen de sauver la famille à Fétiva. Alors que Vittoria et les siens se laissent généralement capturer sans problème, Andrea ne trouve pas trace d'eux. Tous les tamarins qui se présentent appartiennent à d'autres groupes. L'antenne de l'équipe ne capte qu'un signal lointain et diffus. On a déjà vu dans la région des groupes de tamarins mourir sous la pression physique et psychologique des Ouistiti. La mort dans l'âme, Andrea ne se résout à interrompre la recherche que quand vient le soir. Le lendemain, les 5 chercheurs se divisent en 2 équipes pour explorer 2 fois plus de terrain. C'est le groupe d'Andrea qui, en premier, perçoit un signal stable. La famille Fétiva est bien là. Il ne reste qu'à prévenir l'autre équipe. Andrea laisse la 2e équipe procéder à la capture. Elle préfère rentrer au quartier général pour préparer l'arrivée des tamarins. Comme toujours, les cages sont méticuleusement disposées sur les arbres. Il semble que la faim et la curiosité des tamarins demeurent encore et encore toujours plus fortes que leur prudence. L'opération prend chaque fois un peu plus de temps. Mais même prisonniers, les tamarins ne pensent qu'à leur repas. Vittoria est demeurée sur place, éloignée des siens. Il ne reste plus que 2 familles sur son territoire.
ses chances de trouver parmi elles un mâle à son goût viennent de se multiplier. La suite de l'opération se déroule au laboratoire de la réserve biologique de Poço das Antas. Les tamarins doivent subir une batterie de tests rigoureux avant d'être transférés. Ils sont d'abord anesthésiés. On leur tatoue un numéro d'identification permanente qui durera plus longtemps que les marques noires sur leur pelage. Toutes leurs données biométriques sont enregistrées. Un collier émetteur est posé sur le père pour que la famille puisse toujours être localisée. En arrivant sur le lieu qu'ils ont choisi pour y introduire la famille Afetiva, les scientifiques ont une mauvaise surprise. Un autre groupe s'y est déjà installé. En fait, j'avais peur que ce groupe soit ici et nous barre la route quand on arriverait. Il y en a deux, un ici, un autre derrière, tu vois? Là, il s'en va. Oh, et il va par là. Attends, je vais les localiser. Le groupe est donc plus grand? 3. Et il y a eu de nouveaux petits? Regarde, il y en a 7 en fait. Regarde, un autre ici. Regarde, un autre là-bas. 5. C'est un groupe natif. Ils sont sur notre chemin. On va passer avec l'autre groupe, mais ils risquent d'être les uns contre les autres. Les natifs vont venir derrière nous et ça va gêner le travail. On va devoir les écarter pour pouvoir passer. Il faut éviter une bagarre. Alors qu'est-ce qu'on fait? On les emmène par là? Il s'agit bien d'une famille de tamarins natifs. Ils descendent en ligne directe de ceux qui ont échappé à l'extinction et n'ont jamais connu que la nature sauvage. Leurs comportements peuvent être imprévisibles. Agressifs, ils risquent de s'en prendre aux nouveaux venus. L'équipe d'Andrea décide de s'enfoncer plus loin dans la forêt et de transporter la famille Afetiva dans une zone plus sûre. Quelques kilomètres plus loin, une clairière s'ouvre au milieu d'une forêt dense. Naguère, on y a déjà relâché des tamarins, comme en témoigne la présence d'une plateforme. La famille Afetiva est au complet. La rapidité avec laquelle les animaux se dispersent dans la forêt déconcerte les biologistes, qui redoutent qu'ils n'aillent directement rejoindre les tamarins natifs dont on avait voulu les éloigner. Aucun cri ne résonne dans la forêt. La famille Afetiva s'est-elle, à peine sauvée, précipitée vers ses ennemis potentiels? L'équipe se met en chasse pour s'assurer que le pire n'est pas arrivé. Elle progresse difficilement. L'antenne indique que le groupe Afetiva a bien progressé dans la direction où se tiennent les tamarins natifs.
Enfin, chacun se fige. Les tamarins du groupe Afetiva se sont arrêtés à mi-chemin. Ils sont restés dans leur zone de sécurité et n'ont pas rejoint leurs congénères natifs. Ils ont trouvé leur paradis. Le chahut de la famille Afetiva rameute de loin les tamarins natifs. Cependant, ces derniers se tiennent à distance. Le mâle et la femelle dominants donneront naissance à d'autres filles. Celles-ci, le moment venu, parcourront la réserve et mêleront leurs gènes à ceux de jeunes étrangers. Ces derniers apporteront à la génération suivante un peu de diversité génétique. Pendant ce temps, Vittoria a trouvé au sein d'une des deux familles qui partagent avec elle un lambeau de forêt, un compagnon désireux de la suivre et de créer une troisième famille sur l'espace que le groupe Afetiva a libéré. À Poço das Antas, une famille a ainsi été sauvée de l'anéantissement. Elle pourra y prospérer et se multiplier aussi longtemps qu'aucun importun ne viendra gâcher la fête.